Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Thibaut qui est associé chez Sans Cravate et cofondateur. Alors c'est le développeur chez Sans Cravate, c'est lui qui pour l'instant a développé tout le site web et qui en ce moment travaille sur une plateforme qu'on va pouvoir vous proposer normalement en début d'année 2022 on l'espère. Mais il faut aussi savoir qu'il a cette casquette finance, puisque depuis un an, il est dans le master banque et ingénierie financière de la Toulouse Business School. Et donc finalement, en corporate finance, c'est-à-dire en finance d'entreprise, il s'y connaît autant, voire plus que moi. Et aujourd'hui, il est dans cette vidéo justement pour qu'on puisse un petit peu level up le niveau de connaissance de la chaîne. Parce que vous le savez, sur YouTube, on retrouve énormément de contenu sur les basiques, mais c'est souvent assez difficile de trouver des vidéos qui vont un petit peu plus loin, et c'était vraiment l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, que vous appreniez que vous soyez conscient de comment un professionnel de la finance fait une évaluation d'entreprise. Et donc Thibaut va pouvoir nous apporter ses lumières là-dessus, et on fera une étude de cas qui sera celle de ST Microelectronics, qui est donc une entreprise qui est cotée au CAC 40, enfin qui est enregistrée sous l'indice du CAC 40. J'avais d'ailleurs fait une vidéo de présentation de cette entreprise précédemment sur la chaîne. Je vous mets la fiche en haut de l'écran si vous voulez voir justement cette présentation, puisque aujourd'hui on ne présentera pas l'entreprise, mais on va faire une évaluation, voilà, et puis on va vous guider au travers de cette évaluation pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Et puis de la même façon, cette vidéo elle existe aussi sous le format d'article, et c'est vraiment complémentaire puisque tout ce qu'on va avancer en vidéo, vous pourrez retrouver ça de manière détaillée dans l'article qui sera associé à cette dernière. Donc déjà Thibaut, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'évaluation d'une entreprise ? Donc l'évaluation d'une entreprise, c'est tout simplement essayer de déterminer le juste prix de l'action d'une entreprise. En tout cas, ça c'est le but principal pour un investisseur particulier, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer dans cette vidéo. Donc il existe différentes méthodes de valorisation, elles sont toutes basées plus ou moins sur les éléments financiers intrinsèques d'une entreprise ou de son écosystème. Quelles sont les différentes finalement méthodes de valorisation? Sur quelles données on va s'appuyer et quels sont les grands noms des méthodes d'évaluation? Donc comme tu l'as dit Étienne, il y en a beaucoup des méthodes d'évaluation plus ou moins utilisées, et la principale c'est celle des DCF, donc les Discounted Cash Flow. Donc on pourrait traduire ça en français par des cash flows actualisés. Donc on va essayer de déterminer les futures entrées d'argent de l'entreprise et de les actualiser à l'instant présent. Et du coup, ça c'est basé sur le cash flow, mais il en existe d'autres, et les autres elles peuvent se baser sur quel autre élément financier finalement? Donc effectivement, le DCF c'est une méthode qui peut demander beaucoup de données financières, beaucoup d'hypothèses et un peu plus de travail. On va dire que c'est une méthode assez poussée. Il y a des méthodes plus simples à mettre en place qui demandent moins de données sur l'entreprise, à savoir les multiples. Donc on va juste prendre des ratios de certains indicateurs clés de l'entreprise qu'on va comparer à des entreprises d'un même secteur pour essayer de lui donner une valeur. Donc finalement, cette méthode des multiples, c'est celle que on fait de manière générale, même moi c'est celle que j'utilise, c'est par exemple regarder la valorisation de l'entreprise sur les l'EBITDA, le comparer avec d'autres entreprises du même secteur, comparer les PER, les PEG, les PBR, les Price to Book Ratio, tout ce genre de choses qui sont simplement des ratios qui ont été calculés à partir des éléments financiers, alors que le DCF, on a vraiment cette envie d'aller chercher plus loin et d'actualiser surtout aussi ces cash flows. Alors actualiser d'ailleurs, ça veut dire quoi actualiser un cash flow? Donc tout simplement, actualiser un cash flow, ça veut dire essayer de donner une valeur aujourd'hui à un cash flow futur. Concrètement, 1 euro aujourd'hui ne vaut pas 1 euro demain. Et du coup, plus un cash flow va être éloigné dans le temps, et moins celui-ci aura de valeur aujourd'hui. Et ça vient finalement du fait que les actionnaires, de manière générale, ou même les acteurs qui vont financer l'entreprise, ils attendent une certaine rentabilité de leur investissement, c'est ça? C'est exactement ça. Et du coup, en fait, cette actualisation, elle est nécessaire, de ce que j'ai compris, du fait que les gens qui vont investir, qui vont financer l'entreprise, alors on le rappelle, il y a plusieurs méthodes de financement d'une entreprise. Il y a le bancaire, tout simplement, la dette bancaire, il y a l'obligataire, il y a aussi l'equity, donc le capital, avec là les investisseurs qui vont mettre du capital dans l'entreprise en échange d'actions, justement. Et tous ces acteurs-là, ils attendent des rendements différents en fonction du risque qui est associé à leur investissement. Et en fait, cette nécessité d'actualiser, elle vient du fait que justement ces acteurs attendent une certaine rentabilité de leur investissement. Et quelque part, ils se disent, si ça ne rapporte pas ça, je pourrais peut-être faire mieux ailleurs, en fait, tout simplement. Donc c'est ça la nécessité d'actualiser. C'est exactement ça, c'est cette nécessité-là. Et du coup, comme tu l'as dit, c'est le rendement attendu par
tous les acteurs du financement de l'entreprise. On appelle ça le coût du capital de l'entreprise. Et le coût du capital, il est séparé en deux. Il y a d'un côté le coût de la dette et de l'autre côté le coût des capitaux propres. Le coût du capital, c'est simplement une moyenne pondérée des deux en fonction de la structure financière de l'entreprise. Donc ce que tu veux dire là, c'est que typiquement si une entreprise, quand on regarde son bilan, on voit qu'elle a plus de dettes bancaires qu'elle a finalement de capitaux propres, eh bien on va pondérer différemment ce WACC qui permet justement d'actualiser le cash flow. Et donc c'est l'association des estimations de cash flow et du WACC qui vont faire qu'on va réussir à faire cette évaluation par la méthode DCF. Voilà, c'est exactement ça. C'est en tout cas les éléments basiques pour comprendre comment fonctionne le DCF. C'est simplement une estimation des futurs cash flows de l'entreprise qu'on va venir actualiser aujourd'hui. Donc là, on vient de vous présenter assez rapidement et succinctement ce que c'est que la méthode DCF, la méthode de valorisation du coup par Discounted Cash Flow. Il y a besoin de données financières pour faire ça. Et ces données, elles ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Moi, je vois que je galère énormément à avoir des données d'éléments financiers à 10, 15, 20 ans. J'ai accès à 6 ans tout au plus. Comment toi tu fais et comment une institution financière fait pour avoir accès à ces données et quelle est l'importance finalement de la qualité de cette donnée dans le calcul de valorisation? Donc effectivement, la qualité des données est cruciale dans la valorisation. Et en plus de ça, le modèle DCF demande une quantité de données financières qui est plus importante que d'autres méthodes d'évaluation, notamment celles que j'ai citées tout à l'heure. En tout cas, pour un investisseur particulier, on peut déjà retrouver la plupart des données financières des entreprises dans les rubriques investisseurs sur les sites, en tout cas pour les sociétés cotées. Donc ça veut dire que tu vas pas chercher jusqu'à 20 ans. Parce que moi, si je me connecte sur le site de LVMH et que j'essaie de trouver les éléments financiers, je vais peut-être retrouver les documents peut-être jusqu'à 2013, 2014, mais je vais pas avoir les données d'avant. Donc tu es en train de me dire que finalement pour le DCF, on n'a pas forcément besoin de 15-20 ans en arrière. C'est ça. Ça c'est un des avantages quand même du DCF, c'est que généralement, ce que font les praticiens, ceux qui utilisent cette méthode, c'est qu'ils prennent des données historiques sur 5 ans en arrière. Ensuite, ils vont réaliser une estimation pour l'année en cours. Et ensuite, ils vont faire des prévisions pour les années futures. Mais du coup, la donnée qu'on va avoir besoin, elle va être à peu près sur les 5 dernières années. Donc, ce que tu es en train de dire, tu prends sur 5 ans, tu estimes celle actuelle, et en fait, c'est à ce moment-là que tu vas voir si tu es bon. Parce que tu as la réponse pour l'année actuelle. Donc, tu vas pouvoir voir, grâce aux 5 années précédentes, si tu es proche de celui actuel, et après, tu vas pouvoir ajuster comme ça certaines variables pour être certain de bien fit l'année en cours, pour être certain que tu arrives à bien fit les années futures, c'est ça? C'est ça. En fait, les données historiques vont permettre de déceler un peu des tendances ou des ratios qu'on va retrouver après. Je pense par exemple on peut penser à la marge de l'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires. On va pouvoir trouver des tendances et trouver des ratios qui sont constants, on va dire, tout au long de la vie de l'entreprise, quoi. Et donc, honnêtement, de façon transparente, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un investisseur particulier a autant de chances de réaliser une bonne méthode d'évaluation, de conduire un bon calcul, qu'un analyste institutionnel? Alors, c'est vrai que pas à 100%, parce que effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver des données historiques des sociétés cotées sur leur site internet assez facilement, mais il y a quand même certaines données qui vont rentrer en jeu dans l'évaluation, qui vont être plus difficiles à trouver et qu'on va aller chercher par exemple sur Bloomberg ou sur d'autres fournisseurs d'informations. Tu parlais du WACC, donc WACC, qui permet justement d'actualiser ce cash flow-là en fonction du coût de la dette, clairement. Ça, c'est le genre d'information qui est accessible assez difficilement. Et puis même quand on n'est pas habitué à manipuler ces chiffres-là, on ne sait pas du tout, on ne sait même pas où les chercher, quoi. Effectivement. Alors il y a certains éléments comme le coût de la dette qui sont plus, on va dire, faciles à estimer parce que on va typiquement se reposer sur les notations des agences de notation justement. Mais par exemple pour le coût des capitaux propres, là on va devoir aller chercher, faire des benchmarks et aller chercher de l'information sur Bloomberg par exemple. Ok, donc déjà merci pour toutes ces informations. On vous rappelle qu'on va rentrer dans les détails dans l'article et puis au fur et à mesure de cette vidéo, on va quand même essayer d'expliquer step by step les étapes de la méthode DCF. Et puis on va l'appliquer à ST Microelectronics quand même, si tu te souviens de quelques chiffres en tête comme ça. Mais ce que je voulais te demander, c'est quelles sont les compétences dont quelqu'un a besoin pour mener à bien ce genre de calcul. Est-ce que n'importe qui peut le faire? On sait qu'il y a quand même des mathématiques appliquées à la finance derrière, beaucoup de statistiques.
quelquefois tu vas surpondérer des paramètres par rapport à d'autres. Qu'est-ce qu'il faut savoir manipuler au final? Est-ce qu'il faut être bon en maths pour pouvoir conduire ces évaluations? Bon, en maths, je dirais pas forcément. Il faut surtout comprendre l'évaluation fonctionne, la méthode qu'on utilise. Et ensuite, bien sûr, savoir se servir d'un tableur type Excel, ça c'est sûr que c'est un prérequis. Mais après, les connaissances en maths ou en programmation, on n'a pas besoin. En fait, il suffit de comprendre la méthode et de la mettre en application sur un tableur, donc il fera les calculs pour vous. Alors maintenant, il est temps de rentrer dans les détails du coup, parce que vous avez un petit peu compris les paramètres dont vous avez besoin, les données, où les chercher finalement, et comment les investisseurs institutionnels sont avantagés par rapport à vous. On va essayer d'expliquer étape par étape, et de façon pareille que l'article, quoi, dans le même ordre chronologique des choses. Par quoi tu commences pour faire cette méthode DCF? Donc concrètement, la première étape, ça va être de récupérer les données financières historiques de l'entreprise, donc de tous les états financiers, donc du compte de résultat, du bilan, etc. Tout à l'heure, on a parlé de cash flow. Donc on aurait pu penser que ça fait référence au tableau des flux de trésorerie, mais on ne va pas utiliser les cash flows présents dans ce tableau-là pour notre valorisation. On va nous-mêmes calculer des cash flows à partir des données financières qu'on aura trouvées. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que moi, celui que je vois sur Morningstar, typiquement le cash flow en bas du TFT, vous n'utilisez pas celui-là. Vous partez du compte de résultat plutôt pour justement calculer un cash flow vous-même, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle les free cash flow. Donc c'est des cash flows qu'on calcule à partir de l'EBITDA, en faisant des manipulations avec les amortisations, les dépréciations, les taxes par exemple, les investissements, pour arriver à un free cash flow qu'on aura nous-mêmes calculé. Et donc l'objectif du coup c'est de déterminer des tendances qu'il y a au sein de ces éléments financiers dans l'historique et qui pourraient se répéter dans les années futures. Typiquement, tu vas regarder quelle est la proportion des investissements par rapport au chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Et en fait, ça va te permettre de répliquer quelque part un espèce de compte de résultats fictif pour les années à venir qui vont te permettre de calculer le cash flow pour les années à venir. C'est ça. En fait, les cash flows qu'on va calculer, ça ne nous intéresse pas de les calculer sur la donnée historique, sur les années qui sont déjà passées. Donc comme tu l'as très bien dit, en fait, on va calculer ce qu'on appelle des drivers. Donc par exemple, comme tu l'as cité, la proportion des investissements par rapport au chiffre d'affaires, pour essayer justement de faire une prévision des futurs états financiers de l'entreprise, et à partir de ces futurs états financiers, de calculer nos cash flows qu'on viendra ensuite actualiser. Ouais, c'est super clair. Donc en fait, tu répliques l'entièreté du compte de résultat de l'entreprise. Tu ne te concentres pas uniquement sur le cash flow. Pour donner de la valeur finalement à ce cash flow, tu vas reconstruire tout le compte de résultat en fait. C'est ça, on va reconstruire les états financiers. Et en fait, c'est là où la difficulté arrive un petit peu dans ce genre de modèle. C'est que ça nous amène à prendre des hypothèses, à faire des choix dans comment on voit par exemple le secteur évoluer, etc. Et c'est pour ça que deux valorisations de deux analystes différents vont être très différentes. Ouais, donc typiquement, toi, si une entreprise elle investit fortement sur une année, bien plus que sur les autres, et qu'elle finalement qui a moins de stabilité, de récurrence dans son compte de résultat, toi, il va falloir que tu aies cette capacité de sous-pondérer peut-être cette année en question. Enfin, il y a un peu de feeling quelque part aussi. Il y a un art dans l'évaluation de l'entreprise. C'est ça. Il y en a qui le définissent un peu justement comme un art. C'est un peu à cheval entre l'art et la science pour ces raisons-là. Et ça va être au rôle de l'analyste, ou en tout cas de celui qui fait la valorisation, d'expliquer pourquoi cette année-là il y a eu beaucoup d'investissements. Est-ce que c'est quelque chose qui va se répéter? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Pour pouvoir ajuster la valorisation justement en question. Et donc c'est à ce moment-là un petit peu que tu sors du cadre même de l'entreprise. Tu vas aussi t'intéresser aux autres entreprises du même secteur pour voir si justement ces drivers ils sont cohérents ou pas avec le secteur d'activité en lui-même. C'est ça, de toute façon, les gens qui vont faire ces valorisations-là, généralement, ils sont spécialistes d'un secteur par exemple, et du coup ils vont être à même en évaluant les entreprises de ce secteur-là, de comprendre ce qu'il y a derrière les éléments financiers, donc les événements qu'il y a pu avoir dans ce secteur, l'évolution des technologies, la concurrence, etc. Ça va vraiment être des experts de leur secteur. Ok, donc là, grâce à Thibaut, on a bien compris comment il allait reconstruire le compte de résultat et les éléments financiers de manière générale pour les années futures. Du coup, on va pas rentrer dans les détails du calcul du free cash flow, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur Internet, partout. Partout.
Donc ce free cash flow-là, est-ce que quand même tu vas regarder, moi c'est un truc que finalement, sur ce sur quoi je me base normalement, c'est tout simplement la croissance du free cash flow d'une année sur l'autre. Toi, tu te bases pas du tout là-dessus, puisqu'on a dit que tu te concentrais pas sur les free cash flow. C'est ça, donc généralement ce qu'on va essayer de regarder c'est plutôt la croissance du chiffre d'affaires et comment celle-ci va se répercuter après sur les free cash flow. Ah ouais, c'est hyper clair. Ça permet d'amener finalement de la stabilité aussi dans ton évaluation, quoi. C'est ça. Donc là, on a nos free cash flow qu'on a déterminés grâce à ton expertise, mais d'ailleurs, sur combien d'années on va essayer de les estimer? On parle de 2 ans, on parle de 20 ans? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un paramètre qui va varier en fonction des analyses, des entreprises, des secteurs, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut pas faire de prévisions sur un nombre trop court d'années, par exemple 2-3 ans serait trop court, et ni sur un trop grand nombre, parce qu'en fait, plus on va faire des prévisions sur un grand nombre d'années, et plus nos prévisions ont des chances d'être faussées par rapport aux chiffres réels qu'on observera dans le futur. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à la fin de ces années de prévision où on aura calculé nos free cash flow, qu'on aura actualisé, il faut aussi calculer ce qu'on appelle une valeur terminale. Tu parles de terminal value. Qu'est-ce que c'est que la terminal value? Il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez important dans justement ton évaluation. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, sans rentrer dans les détails, de quoi il s'agit? En fait, la valeur terminale, donc effectivement, comme tu l'as dit, ça a un gros impact dans l'évaluation, donc c'est quelque chose à pas négliger du tout. En fait, ça va juste correspondre à la valeur de tous les futurs cash flows qui sont au-delà de la période d'estimation. Donc si on a fait sur 10 ans, on va à la 11e année estimer un chiffre qui représente tous les cash flows additionnés des années après 10 ans, quoi. C'est ça? Et on va l'actualiser. C'est exactement ça, qu'on actualisera de la même façon qu'on a actualisé nos cash flows. Donc on arrive sur la fin, on a nos cash flows, on a notre terminal value, on a parlé même juste à l'instant d'actualisation, on avait vu que, on avait évoqué le terme de WACC, on avait dit que ça dépendait du coût de la dette, du rendement que les investisseurs ou que les banques attendaient de leur investissement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement le WACC, comment il est calculé? Le WACC, qui est le coût du capital, il va se diviser en deux parties. D'un côté, le coût de la dette et de l'autre côté, le coût des capitaux propres. Concernant le coût de la dette, on va prendre d'un côté le taux sans risque, donc qui correspond finalement à la rémunération que des investisseurs attendent pour un placement 100% sûr. Donc si on prend une entreprise européenne, généralement on va prendre les bons du trésor allemand à 10 ans. Et on rajoute à ça le spread crédit qui correspond à la différence entre ce taux sans risque et le prix que va devoir payer l'entreprise si elle souhaite s'endetter auprès des banques. Ce prix en question va dépendre de la notation que les agences de notation auront donnée à l'entreprise en question. Donc typiquement, le spread crédit, il va être complètement différent d'une entreprise à une autre en fonction de son bilan finalement, de si elle est saine ou pas, si elle est sans risque pour la banque. Si elle est saine, si elle n'est pas trop endettée, en fait, après c'est aux agences de notation de faire leurs critères, ouais. Mais typiquement, mieux une entreprise est notée, plus elle est sûre, et donc moins son spread crédit sera élevé. Et du coup, pour le coût de la dette, ça y est, on a le taux sans risque, on rajoute à ça le spread crédit, ça y est? Alors ça, pas tout à fait, donc là on a fait déjà le plus gros du travail, maintenant il suffit de prendre ces éléments-là et de les prendre après taxe. Ok, donc maintenant on a notre coût de la dette, on a vu que le WACC finalement c'était le coût de la dette et le coût des capitaux propres. Qu'est-ce que c'est le coût des capitaux propres et comment ça se calcule? Donc ça se calcule toujours en prenant le taux sans risque, auquel on va rajouter le bêta. Donc, alors, le bêta, ouais, on explique ce que c'est, ouais. Le bêta, c'est tout simplement la corrélation entre la valorisation d'une entreprise et l'indice dans lequel cette entreprise est inscrite. Typiquement, si on prend le cas de STMicroelectronics, si, admettons, l'entreprise a un bêta de 1, ça veut dire que quand le CAC 40 fait plus 1%, STMicro va faire elle aussi plus 1%. Et quand le bêta est de moins 1, bah, au contraire, c'est-à-dire que quand le CAC fait plus 1, ST a tendance à faire moins 1. Évidemment, c'est à tendance à faire, c'est pas quelque chose de répétable et de factuel sur le temps, c'est des statistiques, c'est la covariance. Mais donc, on a ce bêta, qu'est-ce qu'on fait avec ce bêta alors? On va le multiplier avec ce qu'on appelle le MRP, le Market Risk Premium, qui correspond tout simplement au rendement qu'attendent les investisseurs sur un secteur en particulier. Donc typiquement, là, le secteur des semi-conducteurs pour STMicroelectronics. C'est ça. Ok, donc on se rapproche de notre WACC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble qu'il faut pondérer entre le coût de la dette et le coût des capitaux propres. Sur quoi on s'appuie pour ça? C'est ça, donc c'est vraiment la pondération qui va rentrer en jeu ici. Donc là, on va s'appuyer sur la structure financière de l'entreprise. Et par exemple, si l'entreprise en question a
on va dire que son passif est composé de 60% de dette, eh bien on va tout simplement pondérer le coût de la dette par 60% et le coût des capitaux propres par le reste, donc à savoir 40%. Ok, donc ça y est, on a notre WACC, on a notre coût des capitaux, on a calculé aussi tout à l'heure nos free cash flow, nos estimations. Maintenant, comment on fait pour les actualiser, ces free cash flow? Mathématiquement, comment ça se présente? Donc là, le calcul, il est assez simple ici. Admettons qu'on prenne un cash flow qui se réaliserait en année N. La formule va simplement être de prendre ce cash flow et de le diviser par 1 plus WACC exposant N. N représentant du coup la distance entre l'année de réalisation de ce cash flow et aujourd'hui. Donc de cette manière, plus un cash flow se réalise loin dans le temps et plus il va être actualisé. Donc moins il aura de valeur aujourd'hui. Eh bien écoute, c'est super clair, merci pour toutes ces informations. Alors, c'est vrai qu'on avait dit que c'était une étude de cas sur ST Microelectronics. Là, on a vraiment avancé finalement toute la méthode d'évaluation. On a très peu parlé de ST Micro. C'est vrai. Vous pourrez retrouver toutes ces informations-là dans l'article de toute façon. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Juste, est-ce que tu pourrais nous faire un petit teasing? Quelle est la valeur que tu as réussi à déterminer grâce à cette méthode d'évaluation pour le cas de ST Microelectronics? Donc pour ma part, moi j'ai fait ma valorisation en dollars. Donc d'ailleurs c'est un élément qui est à prendre en compte dans vos valorisations, c'est de toujours utiliser la même devise, d'être consistant sur la devise que vous utilisez dans votre valorisation. Voilà, c'est notamment quand une entreprise évolue sur plusieurs continents, c'est un élément important à prendre en compte. Et pour ma part, j'ai trouvé une valeur de l'action ST Microelectronics qui avoisine les 41 $, pour une valeur au moment où j'ai fait la valorisation de 33 $. Donc ça veut dire que à l'instant T, j'ai estimé que l'action était sous-valorisée et qu'elle valait plus que ce qu'elle vaut maintenant sur les marchés. Et donc, plutôt acheteur? Plutôt acheteur. Plutôt acheteur. Ok, ben merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. Alors j'aimerais rajouter quelque chose, un petit peu un disclaimer au niveau de finalement ces méthodes d'évaluation. C'est évidemment que comme on l'a dit, il y a tout ce côté science appliquée, maths appliquée à la finance, mais il y a aussi un art de l'évaluation. Deux personnes, deux analystes peuvent conduire la même méthode en ayant un résultat complètement différent à la fin. C'est ça. Et finalement, il y a même des cabinets d'analyse aussi qui traficotent un petit peu certains paramètres pour les faire parler dans leur sens quelque part. Oui, alors moins les cabinets qui eux sont vraiment experts de leur domaine et qui normalement sont neutres dans leur point de vue, mais très souvent les institutions financières ou les banques Elles vont avoir un intérêt. Quand elles vont avoir un intérêt à transformer un peu des valorisations, elles vont pouvoir jouer notamment sur le WACC, on en a parlé tout à l'heure, qui va avoir un gros impact sur la valorisation au final. Et du coup, juste en modifiant quelques paramètres, arriver à adapter la valeur qu'elles ont envie d'avoir. Des escrocs. Donc merci à vous d'avoir été présents pour écouter cette vidéo, j'espère que ça vous a vraiment intéressé. Pensez à vous abonner à la chaîne Sans Cravate et à liker cette dernière si elle vous a plu, si l'intervention de Thibaut vous a plu. Pensez à aller lire justement l'article, et puis si vous voulez vraiment le calcul, la méthode d'évaluation en détail, le rapport que tu as rédigé en détail, eh bien il vous suffit de vous inscrire à la newsletter de Sans Cravate, et puis on vous l'enverra dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être. On vous tiendra au courant au travers de cette newsletter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis à bientôt, et merci Thibaut. Avec plaisir. Ciao. Ciao.